Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'occultisme ou à l'ésotérisme, le nom de Papus ne vous est sans doute pas étranger. Et le nom de Papus divise. Génie visionnaire pour les uns, charlatan pour les autres. Cette polarisation cache peut-être une réalité plus complexe, car derrière la création de l'ordre martiniste se dessine une histoire humaine assez intéressante, celle d'un jeune homme brillant dont les ambitions personnelles ont façonné l'un des courants les plus influents de l'ésotérisme moderne, et pourtant, les origines de cette fondation peuvent être troubles. C'est ce que nous allons voir dans cet entretien. Le martinisme se présentait, et se présente toujours, comme le recueil d'une filiation prétendant remonter à Louis-Claude de Saint-Martin, Saint-Martin, martinisme, et cette filiation consisterait en une initiation rituelle et quelques points de doctrine. Le martinisme, quant à lui, fait à peu près l'unanimité pour abriter une spiritualité de haut vol et est parfois considéré comme une plaque tournante dans le domaine de l'ésotérisme, de la théosophie et de l'initiation, de l'ésotérisme chrétien, autant de branches auxquelles le martinisme se trouve associé à chaque fois de façon apparemment totalement naturelle. Tous les historiens sont d'accord pour ne pas croire un seul instant en une telle filiation sous forme rituelle ou sous l'égide d'un groupement quelconque qui se serait transmise durant le XIXe siècle, initiation qui serait rattachée à la personne de Louis-Claude de Saint-Martin pour son origine. Et donc cette filiation revendiquée par le martinisme serait tout simplement fictive, inventée par Papus. Les historiens utilisent bien souvent le terme filiation de désir, à défaut d'une filiation formelle, sous-entendant par là qu'il y aurait peut-être eu une volonté de la part de Papus Gérard Encausse de s'inscrire dans une sorte de continuité, de prolongement de l'œuvre philosophique, théosophique, spirituelle ou initiatique du philosophe inconnu. Et donc par là, ce qui est appelé le martinisme moderne reposerait donc sur une filiation de désir. Et c'est précisément ce que nous allons tenter de discerner aujourd'hui. Nous avons donc deux sujets. D'un côté Papus, Gérard Encausse, et de l'autre cette filiation qui remonterait à Louis-Claude de Saint-Martin et à considérer si cette filiation est réelle, de désir ou pas. Aujourd'hui, je vais me référer pour parler de Gérard Encausse à un livre appelé sobrement Papus Biographie, écrit par Marie-Sophie André et Christophe Beaufils, publié chez Berg International en 1995. Ce livre a une très grande originalité qui est de s'appuyer sur des documents personnels de Gérard Encausse, qui exposaient ses intentions. Et avec lui, donc, nous remonterons dans la genèse de ce martinisme, dans le contexte de son inventeur, Gérard Encausse, comme si un peu on était dans sa tête. Bon, après, nous verrons ce qu'il en est de cette filiation de désir, sujet qui intéressera plutôt des personnes concernées par ce qui s'appelle le martinisme. En outre, cet entretien ouvre l'ultime série d'entretiens de cette chaîne et j'indiquerai à la conclusion les prochains entretiens qui seront abordés dans les temps qui viennent. Je vais donc utiliser les propres critères de Gérard Encausse et ses propres mobiles pour ne pas le trahir, ni lui ni ses intentions. Et pour ça, on va commencer par prendre en compte ses buts et ses dispositions pour ensuite voir comment il va les mettre en œuvre. Nous commençons à avoir des traces de ce jeune homme lorsqu'il a 19 ans. Il est entouré de 3 amis âgés de 16 ans. Il est le aîné donc de 3 ans, à une période de la vie où une différence d'âge de 3 ans, ça compte réellement quand même. Alors il y a une préoccupation très importante du jeune Gérard Encausse qui est de manipuler ses amis, entre guillemets, c'est-à-dire les dresser les uns contre les autres, ou en être le chef, le gourou, en organisant, puis en arbitrant leurs conflits, en se situant toujours au centre, en médiateur. Alors bien sûr, le climat entre eux c'est fait de suspicion mutuelle et sous le couvert d'une sorte d'émulation intellectuelle. C'est une forme d'amitié un peu particulière. Alors lui, il appelle politique à la fois la tournure d'esprit, la psychologie, et les rapports entre les personnes. Donc il y a toujours une double dimension lorsqu'il parle de politique. Il est aussi question donc de psychologie. Et remarquons au passage que ce qu'il appelle politique, c'est-à-dire des dispositions d'esprit et des rapports entre les personnes, semble être le noyau autour duquel il a tissé à cette époque ses réseaux, puis plus tard ses groupements. Nous allons parler dans un instant. Alors par la suite, on le constate aussi dans son œuvre, il s'intéressera au caractère et aux différents tempéraments humains, de façon à les classer, à les hiérarchiser. Il cherchera aussi à hiérarchiser également les peuples, les uns par rapport aux autres. Vous comprenez de quoi nous parlons. Avec ces dispositions de rapport de force ou de manipulation, le monde de la politique, au sens habituel du terme, aurait pu l'attirer, mais en fait ce n'était pas suffisant, car il voulait dominer les esprits, les âmes, de tous. Et pour ça, la politique, c'est pas la solution idoine. Car pour Gérard Encausse, dominer les esprits, devenir connu, sont des points de repère, des buts en soi, davantage que
par rapport à la poursuite d'un idéal, ou à travers la poursuite d'un idéal. Il veut, d'après ce qu'il écrit, occuper le centre de l'attention, briser les idées des uns et des autres, et imposer les siennes, quelles qu'elles soient au fond. Et pour imposer ses idées, il planifie, il organise ses stratégies de domination. Ses amis se méfient de lui et attendent de lui qu'il soit sincère, qu'il soit franc, qu'il soit simple. Comme je viens de le dire, ça dresse un peu le tableau d'une atmosphère bien particulière entre les personnes qui sont à la fois délétères, plein de perfidie. Et en fait, ça entourera toute sa vie Gérard Ancos si on suit le fil de ses rapports avec les autres. Mais on le voit rapidement, à cet âge-là, créer déjà des réseaux de relations dans lesquels il se plaît à manipuler les uns les autres et occuper toujours le centre de l'attention, quitte à donc semer un problème, créer un problème pour ensuite occuper la place de médiateur et faire comme s'il il apportait une solution, alors que c'est lui qui a créé le problème. Alors ce que je dis qu'il manipule, ce n'est pas une interprétation de ma part, il le dit, c'est tout à fait conscient de sa part. C'est une vraie démarche. C'est un pur cynisme, on pourrait dire. Et il n'hésite pas à mentir sur lui-même, sur les autres, à inventer des problèmes, à intriguer, pour obtenir les résultats qu'il vise. À proprement parler, il utilise les gens. À cet âge de 19 ans, en 84, il entre dans la Société théosophique fondée par Elena Blavatsky. Probablement, à cette époque, il fut orienté sur des lectures explicitement occultisantes, peut-être pour la première fois de sa vie. Il va se diriger vers des auteurs pouvant avoir eu les mêmes intuitions que lui, à moins que ce soit ces auteurs qui aient introduit ces intuitions chez lui, on ne le sait pas vraiment. Alors je vais citer Lacuria, Eliphas Lévy, qui évoque à ses yeux une science qui reste constante à travers les âges, mais toujours rigoureusement cachée, au plus grand nombre, tout en s'imprégnant des concepts de la société théosophique qu'il vient de rejoindre. Tout ça rejoignait sa recherche d'une cause unique derrière les apparences manifestées. Il choisit de se situer lui-même comme un spiritualiste face au rationalisme ou au matérialisme. C'est des catégories dont il définit lui-même les contours, mais le terme est à lui-même restitué dans le contexte de cette époque précise autour de 1884-1888. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de réaction face au scientisme, au matérialisme ou au modernisme qui commencent à faire surface, que ce soit dans les milieux scientifiques, intellectuels, politiques, artistiques, religieux, etc. Donc ils vont constituer une sorte de front assez désuni d'anti-matérialisme. Mais pour ce qui pouvait rejoindre les thématiques de Gérard Ancos, on peut citer l'œuvre de Allan Kardec, par exemple, avec le spiritisme, les recherches sur le magnétisme, sur l'hypnose, ou bien encore une sorte de morale mystique à travers notamment l'œuvre de Joséphin Péladan, ou l'archéomètre de Saint-Yves d'Alveydre. Il reconnut chez ce dernier un maître intellectuel jusqu'à la fin de sa vie. Il y avait donc à la fois une grande effervescence sur le plan des idées, des pratiques, mais aussi une demande et une curiosité de la part d'un public plus large. Il n'y a pas à proprement parler de mouvements occultisants à l'époque, tout au plus des tentatives parascientifiques qui sont comme une sorte de divertissement pour le grand public, public plutôt citadin d'ailleurs. Alors, il existait donc la possibilité d'orienter le grand public vers une structure, vers un mouvement qui saurait surmonter les apparentes contradictions doctrinales, mais qui dissimulait en fait toutes ces contradictions des vraies guerres d'ego, même au-delà des différentes doctrines qui auraient été inconciliables. Il se dessinait en tout cas en arrière-plan le profil d'un projet qui aurait été à la fois antimatérialiste, donc, mais aussi anticlérical, de type théosophique, dans le sens d'une doctrine surpassant les religions et les clivages. Donc toujours cette position de domination que nous retrouvons et que nous avions vu déjà il y a un instant. Là, on était sur des points de vue théoriques, sur des dispositions personnelles, sur des tentatives, sur des tendances qu'il pouvait avoir. Maintenant, au-delà de ce qu'il le travaille à l'intérieur, comment il va le travailler à l'extérieur. Alors, il publie pour ses 20 ans un petit ouvrage sur ses propres deniers à lui, qui établit déjà une sorte de préoccupation qui ne va plus le quitter du tout et qu'on va pouvoir retrouver donc de tout le long de sa vie. Il estime que la division des disciplines scientifiques nuise au savoir, et nous avons là une aspiration vraiment de type gnostique qui est très éloignée de la science, puisqu'il va englober la science dans un ensemble de choses qui n'ont rien à voir avec elle. Et il poursuit ce but toute sa vie, réunir toutes les sciences en un seul mot, en une seule discipline. Et comme on vient de le voir, parallèlement à cette ultime synthèse quant au fond, aux idées, il aspirait à se trouver lui-même au centre de la diffusion de cette science ultime. Alors, dans cet ouvrage, les hypothèses qu'il avance sont peut-être basées sur des travaux
et sur les réflexions de ses amis. On parlait de discussion intellectuelle tout à l'heure. Donc, en synthétisant en fait les idées qui viennent de l'un ou de l'autre, ça le mettait lui-même en situation de dépasser les réflexions des uns ou des autres. Chez lui, les idées et la stratégie sont toujours étroitement liées. Alors pour la forme, Gérard Encausse va s'appuyer sur le prétexte d'une méthode scientifique, qui va en fait trahir complètement ce que c'est que la science, mais en laissant entendre que les sciences occultes, la théosophie, la Kabbale, suivent les différentes étapes de l'élaboration, de l'expérimentation et la vérification d'hypothèses, en posant systématiquement d'un côté les occultistes, c'est-à-dire des scientifiques de l'occulte, et en face des sceptiques, c'est-à-dire des ignorants, quasiment superstitieux. Donc vous voyez une façon de trancher aussi dans le vif qui lui est typique. Et pour ce qui est de la stratégie, durant l'année 1888, Gérard Encausse organisa des embrouilles, des séditions, des manœuvres, pour finalement prendre la main sur une revue de la Société théosophique en se mettant dans la poche quelques noms connus qui traînaient dans le milieu de l'occultisme et de l'ésotérisme. Restait une dimension, restait un ingrédient autour duquel il pourrait structurer son petit monde et régner en maître, être au centre. Alors pas la Société théosophique qui était trop anglaise et dont la tête était déjà occupée par une obsédée du pouvoir, de l'intrigue et de la manipulation, la personne d'Elena Blavatsky. Et en France, il a écarté les différents cadres, mais quand même les places de renom étaient quand même prises par ailleurs. Il lui fallait faire un coup politique, comme je viens de l'indiquer plus haut, à la fois donc sur le plan horizontal des relations et sur le plan de la psychologie, il va s'y prendre très bien, il va manipuler tout le monde. Il se retrouve au centre d'un cercle d'enthousiastes partisans de ces thèses ésotéristes, spirites et occultistes, et ça c'est une période qui va commencer la vraie mise en œuvre de son plan ou d'une structuration de quelque chose. Après avoir pris le pouvoir au sein du cercle de cette revue, il va se créer un cercle autour de Papus qui va s'appeler le groupe indépendant des études ésotériques, dans une période de trouble où, dans ce petit milieu d'ésotéristes parisiens, donc lui, il occupe déjà le centre. Et c'est alors dans ce climat que va se créer la revue L'Initiation, dont le but est la diffusion auprès d'un large public des connaissances issues des conférences du groupe indépendant des études ésotériques, et le sous-titre de la revue indiquait « Revue philosophique indépendante des hautes études, hypnotisme, théosophie, franc-maçonnerie, sciences occultes », auxquelles furent ajoutées Kabbale, puis gnose et force psychique. La revue L'Initiation, qui prétend accueillir toutes les doctrines et toutes les idées dans une apparente grande ouverture, une grande tolérance. Et probablement que la plupart de ses collaborateurs de cette initiative voyaient vraiment les choses ainsi. Mais en réalité, nous voyons dans un éditorial de 1889, donc quelques mois plus tard, le but des rédacteurs. Je cite « Détruisons la haine religieuse en dévoilant l'unité de tous les cultes dans une seule religion. Détruisons la haine philosophique en proclamant l'unité de toutes les doctrines dans une même science. » Fin de citation. Autant d'arguments qui reprenaient le discours de méta-religion de la théosophie, de la Société théosophique, ou d'utiliser la philosophie comme prétexte d'élaboration d'une synthèse supérieure, comme pouvait le faire la franc-maçonnerie, tout en se situant systématiquement au-dessus de la mêlée. On reconnaît là le projet profond de Papus, tant par le présupposé d'une science qui unirait toutes les sciences ainsi que la matière et l'esprit, mais aussi par le procédé de domination qui le hante depuis le départ. À travers ces déclarations, l'intention en réalité est de proposer un nouveau projet de société, à la fois touchant les cultes, la spiritualité, les religions, mais aussi la politique, les relations entre les personnes, l'organisation sociale, ainsi que la notion même de science. Ces thèmes ratissent en fait très large, sans homogénéité, sinon le fait de se présenter comme marginal, occulte, caché, donc on est prêt à donner accès au grand public, sous réserve que ce groupe accepte de délivrer ses grandes connaissances. Et Papus, bien sûr, est à la tête de cette revue et à la place qu'il chérit tant. Et Papus occupe en effet le centre de ce dispositif rédactionnel en attribuant des rôles à des subordonnés qui ne vont jamais discuter son autorité, trop heureux chacun de faire coïncider leurs idées particulières dans un ensemble plus vaste. Et cette situation convient à toute sa personne, à Gérard Encausse, à la fois ses préoccupations, ses aspirations personnelles, ses idées en construction. Et avec les méthodes qu'il a déjà éprouvées dans le paysage culturel qui est le sien, Gérard Encausse commence à envisager une synthèse, un aboutissement à son projet, auquel il manque quand même une légitimité, un socle, une référence sur laquelle il pourrait s'appuyer. Lorsque chacun commence à signer des articles
selon son domaine de compétences, certains avec des sigles correspondant à leurs grades et qualités, tels que MTS pour dire membre de la Société théosophique, Pappus commence à signer SI, qui fait référence à supérieur inconnu, qui devient ensuite un sigle connu des martinistes, mais pas encore d'ordre martiniste en vue, juste une allusion mystérieuse, une sorte de teasing, de ballon d'essai, on pourrait dire aujourd'hui. Et c'est dans ce nuage très fécond en production, en élaboration, en élucubration de tous ordres, que se fonde une entité centrale, qui sera l'ordre martiniste. Et dans le sillage de cette fondation, nous observerons plusieurs décisions. En 1891, départ de Pappus de la Société théosophique qui devient complètement inutile au vu qu'il a déjà mis en place. Parce qu'avec l'invention d'une continuité, d'une initiation dite de Saint-Martin, ça a ouvert la porte à la création d'un ordre martiniste, donc, dont il occupe évidemment la direction. Ça lui permet un ralliement à différentes organisations par la grande porte, c'est-à-dire en tant que grand maître. Dans les mois qui suivent, c'est Memphis Misraïm, puis ensuite l'Ordo Templis Orienti, puis l'Église gnostique. Bon, ces organisations se considérant réciproquement comme des cautions de sérieux en matière de culte pour l'époque. Donc la boucle est bouclée et les choses sont lancées dorénavant. Et quand bien même la supercherie de cette filiation dite de Saint-Martin sera mise en évidence, puis avouée 50 ans plus tard par Jean Chaboseau, le fils d'Augustin Chaboseau, appelant cette imposture, lui, une filiation de désir, le mythe est lancé à cette époque-là, au tout début. Il existe une filiation de Saint-Martin qui a donné lieu à un ordre dit martiniste. Et si cette filiation est démontrée comme fausse ou ça fait l'objet d'une certaine suspicion, on va se rabattre sur la notion, sur le nom de Martinès de Pasquali, le premier maître de Clos de Saint-Martin, parce que par homophonie, on peut conserver la notion de martinisme. Saint-Martin, Martinez, ça commence par Martin, ça sonne pareil. Mais ça convient encore dans les précarés initiatiques habituels. Par la suite, le martinisme n'a cessé de donner de nombreuses scissions, des procès en imposture, des dénonciations, des hérésies, des disputes, souvent fondées et parfois elles-mêmes stratégiquement organisées pour pouvoir tirer la couverture à soi ou simplement pour le plaisir de démolir l'adversaire. Et vu de l'extérieur, on pourrait facilement dire qu'on peut juger l'arbre à ses fruits et affirmer avec peu de chance d'erreur que le martinisme est un arbre pourri sur ses bases. Et lorsque l'on regarde les origines de cette pseudo-filiation, on comprend que les racines ne sont pas saines. Nous parlerons de cette dichotomie entre l'œuvre de Monsieur de Saint-Martin et cette initiative qui a permis à Monsieur Gérard Encausse de se tailler une réputation et de tenter de faire carrière sur le thème de l'étrange et du mystérieux en vivant sur la crédulité des autres. Au passage, la tradition Rose-Croix, de la Rose-Croix kabbalistique, a été constituée exactement de la même façon, c'est-à-dire au cours d'une soirée entre amis et amateurs d'occulte. Comprenez, je ne cherche pas à remettre en cause la sincérité ou de soupçonner d'absolu cynisme ces hommes qui étaient jeunes, fougueux, cultivés, enthousiastes. Je souligne qu'ils ont suggéré qu'ils étaient dans une filiation qui ne relevait pas qui relevait uniquement de leur propre subjectivité. Rien de plus. Je ne porte pas de jugement sur leur personne. Par contre, sur la filiation, il y a effectivement des questions à se poser. Alors, concernant la filiation de Saint-Martin, la notion même de désir, lorsqu'il est question de filiation de désir, reposerait peut-être elle-même sur un tour de passe-passe. Et je vais avancer, du moins essayer d'avancer dans cette idée, dans le but d'aider au discernement sur cette question bien particulière pour les personnes qui ont eu la gentillesse de me suivre jusqu'à présent dans mes pérégrinations. Donc j'interroge la filiation de désir. Si on compare les intentions et présupposées de Gérard Encausse, comme nous venons de le voir, et selon ses propres notes personnelles, les intentions et pensées et dispositions du philosophe inconnu, pour ce que l'on peut en connaître à travers ses œuvres, est-ce qu'il y a des points communs ? Pappus aurait-il été en admiration à la lecture du philosophe inconnu au point de vouloir lui rendre hommage en inventant une initiation de toute pièce ? Et de son côté, le philosophe inconnu se serait-il reconnu dans les intentions, les méthodes, les moyens mis en œuvre par Gérard Encausse ? Pour les historiens, il est clair que le recours à une transmission rituelle et formelle n'était pas dans les habitudes de Monsieur de Saint-Martin. Quand bien même il donnait des cours, des leçons, des conseils, il écrivait de nombreux courriers à ceux qui pouvaient être appelés comme des disciples ou des élèves, ou des gens qui étaient eux-mêmes théosophes comme lui. Concernant les initiations rituelles, il ne leur accordait que des inconvénients, parce qu'éventuellement elles ouvraient des portes dans l'invisible et que ça ne pouvait pas vraiment aider les individus à sortir de leur torpeur, mais au contraire à les y maintenir prisonniers par des instances qui correspondent à des entités déchues. Donc le projet de transmission, notamment par les écrits, n'avait pas d'autre horizon que la vie intérieure, alimentée par la prière et la prière seulement.
surtout pas des simagrées rituelles, des mots de passe, des jeux d'appartenance soumis aux perversions habitudes que l'on trouve dans toute association basée uniquement sur des interactions humaines, sans justement ce flux spirituel qui relève de la mysticité ou de la spiritualité la plus pure. On peut donc dire qu'à travers une transmission ritualisée de titres, de degrés se référant à lui, le nom et l'œuvre de Louis-Claude de Saint-Martin ont été hypothéqués et détournés, à tel point même qu'il est difficile de voir le rapport entre le martinisme moderne et le plan d'enseignement, l'intention ou les méthodes du philosophe inconnu. A fortiori sur les bases du martinisme initial, c'est-à-dire la prétention initiatique qui ont été instituées par M. Ancos. Il est même difficile d'imaginer qu'un seul instant Pappus puisse être lui-même considéré comme ayant eu l'intention de se placer, lui ou son ordre martiniste, réellement dans le sillage du philosophe inconnu. Simplement utiliser la tutelle pour se situer au centre de tout, science, spiritualité, etc., etc. Il est clair, selon ce que l'on aborde aujourd'hui, que Saint-Martin a été utilisé, instrumentalisé, selon les vues de Gérard Ancos, pour servir sa vie du monde. Et Saint-Martin représentait une référence encore disponible pour une exploitation par l'ésotérisme moderne, de l'époque, et cochant toutes les cases lui permettant à lui, Gérard Ancos, d'assouvir ses aspirations intimes et personnelles, et accessoirement prolongeant quelques-unes de ses idées. Les sujets semblent tellement éloignés, le martinisme et Louis-Claude de Saint-Martin, qu'il me semble nécessaire de produire un entretien sur Louis-Claude de Saint-Martin, quand bien même il serait peu, voire pas du tout connu des abonnés de cette chaîne. Mais maintenant, parlons quand même de cette filiation de désir. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une filiation de désir ? Car si la filiation effective n'est pas crédible, il est accordé de la part des historiens une sorte d'intention de s'inscrire dans une succession réelle de filiation par respect, par exemple. Cette dénomination de filiation dite de désir peut se comprendre par rapport à la bonne réputation dans les milieux initiatiques dont jouit en moyenne le martinisme, mais peut-être aussi est-ce dû au fait que les historiens ont été eux-mêmes impliqués dans cette filiation d'une manière ou d'une autre. Donc pourquoi parler d'une filiation de désir ? Car il n'y avait nul désir de s'inscrire dans une démarche aussi perchée, impliquante, aussi structurée. Aussi, je me permets de remettre en question cette notion de filiation de désir qui me semble participer, voire prolonger la poudre aux yeux maintenue et entretenue par la notion de martinisme. C'est vrai que s'il y avait eu une telle filiation, ou qu'au moins le doute ait pu exister encore, les intentions de Gérard Ancos de s'inscrire dans le sillage des philosophes inconnus, ce discernement que j'exerce maintenant serait complètement superfétatoire. Cependant, de nombreux chercheurs isolés dans leur coin, potentiellement attirés soit par la réputation du martinisme, soit par l'œuvre du philosophe inconnu, ou dans le sillage d'un groupement qui est attiré par l'ésotérisme ou l'occultisme ou le mystérieux, peuvent se trouver embarqués dans une aventure loin de ce qu'ils sont en droit d'attendre, c'est-à-dire un héritage venant de Louis-Claude de Saint-Martin. Et c'est pourquoi j'indique plusieurs précisions qui éventuellement peuvent aider à discerner, ce qui est la fonction de cette chaîne évidemment. Le terme « désir » est en lui-même ambigu lorsqu'il est attribué par quelques historiens qui sont eux-mêmes éventuellement sensibles au martinisme ou à sa réputation d'école de haute spiritualité. Ils n'avaient pas l'intention de retirer à cette mouvance le vernis dont elle se paraît, dont elle se pare toujours, mais l'utilisation de ce mot « désir » est très complaisante. Car le livre « L'homme de désir » de Louis-Claude de Saint-Martin se réfère à un désir qui n'a rien à voir avec le désir qui a animé, par exemple, Gérard Ancos à fonder le martinisme. Il s'agit même d'un désir que l'on peut qualifier d'inverse. Il n'a pas du tout la même dimension, la même épaisseur, la même direction. Le désir chez Saint-Martin consiste justement à ne pas répondre à ces tentations de facilité, de recherche de la renommée, ou de la volonté de pouvoir ou de domination sur les autres. Il s'agit au contraire d'écouter, d'entendre l'Esprit Saint attirer l'âme vers Dieu pour s'unir au Christ de façon discrète, intérieure, invisible pour les autres, puis de revenir vers le monde avec une mission, celle que Dieu attend de soi. Et il y a des conditions qui bordent ce désir, et j'y reviendrai très prochainement, donc c'est pourquoi il me semble que l'expression filiation de désir concernant celle dont nous avons parlé aujourd'hui est complètement injustifiée, fausse et pouvant induire en erreur. Il n'y a pas eu de filiation formelle, chacun l'aura compris depuis longtemps, et la plupart des affiliés aux différentes organisations dites martinistes en sont souvent conscients.
Souvent, ce sont des personnes qui s'intéressent à l'histoire de leur mouvement et qui prennent leur filiation très au sérieux. Certains ont été attirés par la réputation d'excellence liée au martinisme et leur sincérité est très certainement louable, du moins pour certains. D'autres, ils sont plus enclins à grenouiller dans les sociétés initiatiques, ils vont chercher à récolter des fruits d'une réputation ou d'une démarche dont ils ignorent à peu près tout, et qui leur est, pour le coup, hors d'atteinte dans le contexte du martinisme, si vous suivez ce que je viens de dire par rapport au désir chez Louis-Claude de Saint-Martin. Pourtant, cette captation d'héritage philosophique, par toute une constellation de sociétés de différents noms, continue à imposer des initiations rituelles comme si elles constituaient une sorte d'héritage incontournable du philosophe inconnu. Ça corrode et ça brouille le message de Monsieur de Saint-Martin. Le terme martinisme est désuet, si vous voulez, dépassé, il est démonétisé, et les chercheurs sincères qui s'en rapprochent gagneraient à ne pas confondre avec autre chose qu'un simple mouvement initiatique avec toutes les limites et les erreurs ou empêchements ou l'attelage d'asservissement induit par ce type de structure, aux grandes dames d'ailleurs de leur clientèle captive, qui sont souvent des personnes qui se disent libres mais qui sont profondément malheureuses. Et on verra ça donc la prochaine fois. Associer le statut d'initié martiniste, ou alors supérieur inconnu, ou je ne sais quel titre, avec des initiations, des appartenances ou des connivences spirituelles n'aurait pu être tenu en haute estime par le philosophe inconnu lui-même. Cette clientèle, enfin je veux dire ces chercheurs qui ont été captés par le martinisme, cette clientèle, si elle cherche la cohérence, est donc dans un dilemme très profond dans de pareilles appartenances. Et ce dilemme profond touche à la fois la notion d'appartenance, donc, mais aussi la notion de fidélité au Christ par exemple, et se relie aussi au destin personnel, où, je veux dire par là, le devenir de la personne face à l'éternité, pour parler avec des grands mots, mais la corrosion provoquée par une adhésion martiniste avec la dichotomie dont je viens de parler pendant tout le reste de l'entretien avant, là, elle est profonde. En fait, elle est vertigineuse et elle est terrible dans ses enjeux. Par contre, personne ne sait la traiter au sein du martinisme, et pour cause. C'est basé sur du sable. Comprenez que je ne juge pas les personnes. J'aide à discerner leur possible écartèlement intérieur, qui repose notamment sur cette absence de filiation de désir, justement, dont le nom lui-même est un trompe-l'œil en réalité. On peut donc avoir un esprit de chercheur, d'homme désirant sincèrement trouver quelque chose qui nous dépasse et répondre à une soif de transcendance tout en étant pétri d'intentions et de desseins qui peuvent vraiment être problématiques. Et c'est le cas de beaucoup de gourous. Alors, vous l'aurez compris, cette analyse ne visait pas à diaboliser Papus, mais à comprendre comment les aspirations personnelles d'une personne peuvent orienter, voire dévoyer une quête spirituelle qui peut avoir des échos authentiques. Car la question demeure, peut-on séparer l'homme de l'œuvre qu'il met en branle? Et que reste-t-il aussi du martinisme tel qu'il se présente aujourd'hui une fois que l'on a mis à jour cette généalogie que l'on a vue aux origines du martinisme moderne? Donc pour discerner un bon guide ou un bon groupement, il faut d'abord chercher à identifier la mise en œuvre qui a été effectuée à partir de ses aspirations personnelles et des aspirations du fondateur. Le critère de l'arbre qui donne de bons fruits peut être assez utilement appliqué aux petites structures qui disposent de quelques groupements. Au-delà, c'est vrai qu'il y a des effets de masse qui sont à voir sous un autre angle et à discerner autrement. Mais la notion de filiation de désir peut être utile pour des personnes qui restent sur un pied d'égalité entre elles, qui sont dans une relation de respect mutuel et pour tout dire, qui vivent une spiritualité réelle sans avoir besoin d'une appartenance particulière ou d'un mandat particulier ou de délivrer un enseignement ou que sais-je encore. Et je reconnais que pour un chercheur sincère, le chemin n'est pas du tout simplifié dans la société dans laquelle on est. Nous arrivons aujourd'hui en fait à plusieurs questions, puisque nous sommes vers la fin de cet entretien. Il y a d'une part la forme société initiatique qui peut poser question et qui doit être interrogée en tout cas pour ce qu'elle peut promettre et par rapport à ce qu'elle permet réellement, ce qu'elle peut induire ou ce qu'elle peut interdire. Peu importe que la forme s'appelle martiniste, rosicrucienne, maçonnique, templière, gnostique, néo-druidique ou que sais-je encore, c'est dont il sera question dans le prochain entretien. Ensuite, il y a la question de l'accès aux philosophes inconnus dont j'ai suffisamment parlé aujourd'hui, autour duquel il y a tant de batailles jalouses qui se sont déjà déroulées. Alors, j'ai un peu parlé aujourd'hui de Louis-Claude de Saint-Martin, mais il me fallait bien séparer son approche à lui de l'appropriation qui a pu en être faite par Papus pour ses vues personnelles ou pour d'autres qui ont essayé de briller en se juchant sur les épaules du philosophe inconnu.
Et enfin, et peut-être la cheville ouvrière de tous ces questionnements-là, le sujet de l'ésotérisme chrétien, c'est-à-dire son accès, sa nature, par des chercheurs sincères, qui, dans la jungle existante, peuvent se trouver bien maris. Voilà, ce sont justement les 3 prochains et ultimes entretiens de cette chaîne Recto Verso qui vont se succéder dans les temps qui viennent. Donc je vous dis à bientôt. Allez, salut!